Qui de mieux placé que Monsieur Cédric Hutchings, CEO de la société WeSings, pour illustrer les propos de ce chapitre sur la mobilité wearable? Eh bien, il a accepté de répondre à nos questions pour ce cours sur la mobilité pour la plateforme Unisix. Je vous laisse regarder. Cédric, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de WeSings, que vous avez fondé en 2008 avec 2 ingénieurs. Vous êtes pionnier sur le marché des objets connectés spécialisés dans le bien-être. Ma première question va concerner votre vision à l'époque de la création de la société. Quel était votre objectif lorsque vous avez lancé votre premier objet connecté, qui, si je ne m'abuse, était le Smart Body Analyzer, une balance connectée intelligente? Donc effectivement, on a créé la société WeSings en 2008 sur un constat assez simple venant de l'industrie des télécoms, c'est que la connectivité devenait permanente et disponible dans la maison. J'ai travaillé dans une vie précédente à déployer des box d'accès à Internet. Donc les box étaient là en 2008. Donc il y avait ce premier constat. Le deuxième, c'est que l'iPhone venait d'arriver. Et l'iPhone a vraiment changé la donne sur ce qui nous apparaissait devenir possible en termes de déploiement de nouvelles applications. Et donc vraiment d'utiliser l'iPhone au service de nouveaux objets qui allaient être connectés en permanence. Et donc d'étendre ces objets par des ressources qui sont dans le réseau et par cet iPhone qui arrivait. Donc la première vision, je dirais, quand on a créé WeSings, c'est de dire on allait maintenant avoir une capacité complètement phénoménale et nouvelle de revisiter, réinventer des objets autour de cette connectivité permanente et autour de l'accès à un téléphone mobile ou on disait un smartphone devenu réellement grand public. D'accord. Et pourquoi avoir commencé par les objets concernant la santé finalement? Alors, donc effectivement, je ne vais pas parler de santé au départ. On a identifié à l'époque un certain nombre d'objets qui, on pense, allaient être visités ou impactés par cette vague de connectivité et de mobilité. Et on a commencé presque par hasard, dans cette liste d'objets qui nous intéressaient, par un pèse-personne, parce qu'il nous apparaissait utile de connecter un pèse-personne. Je reviendrai sur les services apportés par un pèse-personne connecté. Mais pourquoi on a commencé par ça? Parce que finalement, on avait assez peu d'imagination sur notre business model et on devait vivre de la vente de nos objets. Et donc, on a choisi un objet dont on s'est dit que le temps de développement allait être suffisamment court pour qu'on puisse le mettre rapidement sur le marché. Donc, effectivement, on a créé la société en 2008 et on a vendu nos premiers objets juste un an après, en juin 2009. Donc, pourquoi le pèse-personne? Parce que, entre guillemets, on s'est dit, voilà, c'est plus rapide. Puis, en fait, on s'est rendu compte de 2 choses. La première, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça nous était apparu au démarrage. C'est-à-dire que faire un objet connecté, c'est pas prendre un objet existant et puis ajouter, entre guillemets, une antenne Wi-Fi ou Bluetooth ou NFC ou Zigbee. C'est pas ça, c'est vraiment reconcevoir l'objet autour de la connectivité, ne pas impacter son autonomie, par exemple. C'est un objet dont on a l'habitude de mettre des piles et puis pas les changer ou les changer tous les ans ou tous les 2 ans. Voilà, faire entrer un objet dans l'air connecté, c'est pas vous dire maintenant vous allez recharger votre pèse-personne toutes les 48 heures. Donc il y a énormément de défis à relever pour faire un objet qui est connecté mais finalement qui n'ajoute pas un élément de complexité dans notre vie quotidienne. Personne n'en veut. Donc ça, c'est la première chose qu'on a appris. La deuxième, et là c'est pour vous répondre sur la santé, c'est que l'impact sur notre comportement, ou d'abord sur le comportement de nos utilisateurs du pèse-personne connecté, avait été très sous-estimé. On a été frappé par les premiers retours de nos utilisateurs qui nous ont littéralement dit cet objet a changé ma vie, a changé la manière dont je gérais mon poids. Je suis complètement sorti de ce comportement de 1er janvier de grande résolution que j'oublie 30 jours après, ou des effets plage, ou vous savez, tout ce qui fait qu'on a des effets yo-yo sur notre poids, mais en ayant finalement une tendance mise à jour automatiquement, sans changer ma routine quotidienne. Je me pèse de temps en temps sur cet objet, donc on a cherché à faire beau, mais très simple à utiliser, où il n'y a pas une antenne, il n'y a rien de technologique sur l'objet, mais il met à jour ses courbes de poids sur votre téléphone et impacte réellement, on l'a mesuré, on a eu des témoignages très forts, notre comportement, puisqu'on se met à infléchir une tendance et non plus fixer un objectif très loin et dont on va finalement faire peu d'actions au quotidien. Depuis cette époque, vous avez lancé d'autres produits qui se complètent les uns les autres, le tensiomètre, l'activity tracker, qui permettent aux utilisateurs de aussi bien contrôler leur tension que leur rythme cardiaque, leur poids, la qualité de l'air ou de leur sommeil. L'individu devient-il son propre médecin grâce aux outils que vous développez pour eux?
Alors non, l'individu ne devient pas son propre médecin. Qu'est-ce qui est nouveau? C'est qu'en fournissant des objets qui ensemble construisent en fait un tableau de bord de notre santé, on peut infléchir le comportement et finalement améliorer petit à petit notre santé. Pensez à la conduite d'une voiture. Aujourd'hui, on se sentirait au minimum inconfortable, voire pas en sécurité, si on n'avait pas de tableau de bord dans la voiture, on n'avait pas de notion de la jauge d'essence, de votre vitesse, etc. Donc l'idée, c'est qu'avec des objets qui vont faire partie de la vie quotidienne, encore une fois, qui ne sont pas un morceau d'hôpital qu'on va tous avoir dans la maison, ça n'a rien à voir, mais des objets qui collectivement construisent un tableau de bord, qui me permettent de savoir où j'en suis, ce qui est positif, et surtout me motiver à améliorer mon comportement positif pour ma santé. Donc on change le comportement et à mon avis on crée quelque chose qui demain, dont on se demandera, encore une fois, comment on faisait sans, de la même manière qu'aujourd'hui on ne conduirait pas une voiture sans tableau de bord. C'est la première partie. Donc c'est savoir construire un niveau de conscience qui est plus fort sur où j'en suis dans mon comportement santé. Le deuxième point, c'est partager ces informations avec les personnes qui prennent soin de moi. Donc j'ai commencé par dire non, parce que aujourd'hui, quand vous demandez à quelqu'un dans la rue qui prend soin de ta santé, la première réponse qui vient, c'est mon docteur. Et donc on pense chez WeThings que c'est assez paradoxal. Le docteur, c'est la personne que vous voyez quand vous êtes malade, et on pense qu'avec les objets qu'on fabrique, les applications et ceux d'autres, on répondra de plus en plus je prends soin de ma santé avec l'aide de mon docteur. Et pour ceux qui regardent les séries télévisées, je trouve que l'exemple de Dr House, c'est assez frappant. C'est quand vous allez voir un médecin, c'est un peu l'enquête policière. On essaie de prendre une photographie dans tous les sens pour comprendre ce qui vous arrive. Je pense que demain, avec des objets comme ceux que l'on fait, le médecin aura accès à un historique et sera en mesure de comprendre d'où vous venez et pas seulement prendre une photo. Donc on passe un peu de la photo au film pour ce qui est du suivi de la santé. Et on enrichira énormément la relation qu'on aura à notre docteur. En termes de santé, la prévention, tout le monde s'accorde à dire que c'est une part extrêmement importante même de la tenue de notre système de sécurité sociale. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce que l'on fait pour notre propre santé. Et la prévention, ça se résume aujourd'hui à de la communication. C'est des spots télé qui vous disent il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Mais finalement, il y a peu d'actions au quotidien, on a peu d'outils pour faire de la prévention appliquée à nous-mêmes ou de manière individuelle. Donc les objets tels que l'on fait créent un comportement différent et créent des ressources très très nouvelles pour ce qui est de la prévention. Vous mettez à disposition des développeurs une API permettant de développer des applications liées aux objets connectés, à vos objets connectés. Pouvez-vous nous donner un exemple d'appli particulièrement bien adapté à vos outils, particulièrement bien réussi ou extrêmement utilisé par vos utilisateurs? Très bien. Alors juste avant de donner un exemple, je pense que c'est un point vraiment essentiel, c'est qu'il faut bien comprendre la différence entre un objet connecté et un objet connectable. Un objet connectable, c'est finalement je prends un objet et puis je dis voilà, je vais mettre du Wi-Fi ou du Bluetooth et puis je vends cet objet. C'est pas un objet qui est connecté. Connecté, c'est un objet qui est utile parce que il fabrique une information qui est disponible là où elle est utile pour vous. Et sans que vous n'ayez rien à vous demander, pas de notion de synchronisation, encore une fois, déployer une antenne, etc. Donc ça, c'est un objet connecté, finalement, c'est une balance qui fabrique vos courbes de poids et les met à disposition de votre médecin nutritionniste si vous avez choisi de les partager avec votre médecin nutritionniste. C'est pas, vous voyez, j'ai pas dit Wi-Fi, Bluetooth ou Zigbee dans la phrase, c'est une balance qui fabrique des courbes de poids consultables par votre médecin nutritionniste. Donc ça c'est vraiment un constat et c'était une volonté dès la création de WeThings de rendre nos objets le plus utiles possible. Donc à partir du moment où il est connecté, il fallait faire en sorte que les données générées par cet objet, de poids, de tension, d'activité physique, puissent être intégrées dans les applications qui sont jugées le plus utiles par nos utilisateurs. Et de faire le travail parce que on ne demande pas à nos utilisateurs eux-mêmes d'être des développeurs d'interface, etc. Donc on a mis en place dès 2009 une API, donc c'est un terme technique pour décrire une plateforme qui permet à des développeurs d'applications, de services internet d'intégrer les données de poids qui vont remonter de notre balance à chaque fois que vous vous pesez.
Vous choisissez en tant qu'utilisateur, hein, et c'est toujours comme ça que ça se passe, de dire, ben voilà, je suis utilisateur d'une balance WeSings, mais par ailleurs, je suis un utilisateur assidu de Runkeeper. Je fais partie des communautés de plus de 20 millions d'utilisateurs qui suivent leur activité physique de leurs données de course, qui les comparent, qui sont dans une logique de motivation de compétition. Et donc choisis d'utiliser, de partager ces informations et d'avoir leurs données bio, donc y compris leur suivi de poids et d'activité mises à jour automatiquement. Donc ils n'ont pas à se soucier, une fois qu'ils ont cliqué, en fait c'est un WeSings Connect, ça pourrait se comparer à un Facebook Connect. C'est-à-dire que vous faites une fois, vous dites bon maintenant je souhaite que les données, dès qu'elles sont générées par cet objet, soient aussi disponibles dans mon profil Runkeeper. Donc c'est un exemple. On a aujourd'hui plus de 100 applications ou services, donc je ne les listerai pas tous, qui intègrent nos objets. Ça va de services en ligne, web, de régime en ligne, comme des applications comme Runkeeper ou MyFitnessPal, qui est une application mobile aussi très célèbre, qui permet de suivre son régime alimentaire. Et donc vous voyez qu'il est assez logique que cette application puisse avoir la connaissance ou le suivi de l'évolution de votre poids. Donc on a plus de 100 partenaires et pour nous c'est une donnée essentielle de la promesse de l'objet connecté. C'est qu'à partir du moment où il est connecté, il est plus grand que sa boîte physique, il peut s'étendre et s'enrichir en termes d'usage grâce à d'autres applications et d'autres services. Donc on a toujours une approche extrêmement ouverte et proactive d'intégration de nos usages, de nos appareils dans d'autres applications. En guise de conclusion, avez-vous une vision sur le développement du marché des objets connectés à transmettre aux étudiants et aux professionnels qui nous regardent ? Alors ce serait prétentieux de parler vraiment d'une vision, mais je pense qu'il est important de se concentrer sur les usages. Je suis personnellement convaincu que personne n'est intéressé ou acheteur de concepts. Et je pense que l'avenir des objets connectés, c'est qu'on ne parlera plus des objets connectés. On aura des objets qui sont utiles, qui sont devenus plus utiles parce qu'ils sont connectés. On pense en faire. Et puis on aura des gadgets dont on a parlé parce que finalement c'était la première version connectée. Je ne vais pas en citer, je vous les laisse deviner, mais dont on ne parlera plus non plus parce que ils auront disparu. Donc on peut parler par exemple du Wi-Fi. Lorsque vous avez aujourd'hui, vous voyez une tablette, pour pas citer de marque, vous allez dans un magasin pour acheter une tablette, vous ne demandez même pas s'il y a du Wi-Fi ou il n'y a pas de Wi-Fi. Ça vous paraîtrait assez inutile comme objet s'il n'y avait pas de Wi-Fi dedans, si elle n'était pas connectée cette tablette, si elle ne vous donnait pas accès à Internet. Mais je pense que finalement à l'avenir, il y aura des objets qui sont connectés parce qu'ils sont naturellement connectés. Et je pense que le cas de l'UPS Person est très simple. Je pense qu'on regardera un UPS Person non connecté, alors je ne sais pas si dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, comme une bizarrerie, un truc dans lequel j'ai eu besoin de faire un geste, a pris une mesure, il y a un peu l'effet miroir déformant, j'ai une émotion par rapport à cette mesure, mais ça sert strictement à rien parce qu'elle est oubliée, elle part dans l'air immédiatement. Donc on se dira, c'était bizarre cet objet qui oubliait la mesure. Donc je pense que c'est le cas, mais donc pour résumer, je pense qu'on ne parlera plus des objets connectés. D'accord, on parlera des objets utiles. Ouais. Voilà, on ne parle pas d'une tablette connectée, de même que quand il y a eu la révolution, le passage à l'électricité, les premiers objets électrifiés, on en a parlé, et puis après c'est pas un sujet le fait qu'ils soient électrifiés. Ok, donc pour vous, un petit peu comme d'autres personnes qui sont intervenues sur ce cours, vous voyez la mobilité via la connectivité comme quelque chose de plus en plus naturel, comme un prolongement finalement de nos usages un petit peu plus intelligentes et compilant de l'information permettant d'apporter de la valeur dans notre vie de tous les jours. On est absolument convaincu que, donc en particulier le téléphone portable est le réceptacle d'applications, d'extensions d'objets, mais que tout ça se fait extrêmement naturellement. Il ne s'agit pas de transformer en ovni les objets qui nous entourent, mais de les rendre simplement plus utiles. Et la mobilité est au centre de la révolution, parce qu'on parle de connectivité, mais on pourrait aussi remplacer ce mot par mobilité. Elle est au centre de la révolution de ces objets qui nous entourent. Cédric, merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis à bientôt, peut-être pour un live lors de nos MOOC. Avec plaisir, merci. Au revoir. Au revoir.